c'est pour eux et pour vous trois. D'accord. Non, attends. Pour que ça ressemble à quelque chose. Bien, bonjour, bienvenue sur Equipoto. Nous sommes samedi, c'est le 3e et dernier jour de ce salon Equipoto Lyon, donc bienvenue. Pour votre visite aujourd'hui, simplement quelques points clés. Sachez que vous ne pourrez pas faire tout le tour puisqu'il y a 605 exposants et marques. Enfin, faites l'essentiel. Ils vous accueillent avec joie, bien sûr, jusqu'à ce soir. Nous avons quelques villages qui sont des points d'animation clés du salon. Le village carrosserie peinture qui est juste à côté d'ici, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par ces métiers. Il y a un village pneumatique qui retrace notamment les 130 ans du pneu. Le pneu a été inventé en 1888, vous voyez, c'est une longue histoire. Nous avons un village du réemploi qui est extrêmement intéressant, du réemploi et du remanufacturing, activité d'aujourd'hui et de demain, bien évidemment. Et puis un village que l'on connaît bien sur Equipoto qui concerne le véhicule d'occasion, Univers VO, ainsi qu'un village dédié au lavage et une entité qui réunit les startups. Donc n'hésitez pas, faites le tour du pavillon 6 qui vous accueille. Et puis on a un espace conf ici qui a été un espace conférence qui a déjà été très sollicité puisque depuis 2 jours nous avons déjà eu 12 conférences et forums sur des thèmes comme le développement durable, l'innovation, les technologies et puis la formation qui aura lieu après ce matin. Et je cède tout de suite la parole à Aurélien Fleureau. Aurélien, tu es producteur de Mobility TV, qui est une chaîne dédiée aux professionnels, une chaîne de web télé. Tu es également journaliste à Europe 1. Tu es passionné d'automobile et ce matin, avec tes invités que tu vas nous présenter, tu vas aborder ce sujet crucial qui est la maintenance des véhicules électriques avec le prisme de la batterie. Merci beaucoup Emmanuel et bonjour. Bonjour. Je récupère ton micro Emmanuel, comme ça, hop, je donne à mes invités. Bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette conférence qui ouvre la journée ici dans cet espace. Donc on va parler, je vais m'asseoir, ce sera aussi simple, je serai comme vous. On va parler maintenance, diagnostic de la batterie avec nos 3 invités que je vais vous présenter tout de suite. Comme ça, ça nous permettra d'être dans le vif du sujet. À mes côtés, Alexis Marcadet. Bonjour Alexis. Bonjour. Cofondateur de Revolt, garage spécialiste de l'électrique. On va tout de suite faire une petite présentation plus en détail avec vous 3. À vos côtés, Guillaume Hébert. Bonjour Guillaume. Bonjour. Cofondateur de MOBA, la certification de batterie, c'est votre quotidien. On va le comprendre rapidement. Et puis Sébastien Billard. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci à vous d'être là. 3e expert pour ce sujet, formateur au sein de DAF Conseil. Pour faire les présentations, Alexis Marcadet, comment on présente Revolt ? Votre projet ? Notre projet, parce Oui. qu'on est 7 cofondateurs au total. Revolt, c'est le pionnier de la réparation électrique indépendant en France. On s'est lancé pendant le confinement, on s'est dit qu'on voulait faire durer plus longtemps les voitures électriques. On a cherché un peu notre voie et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand monde qui s'intéressait vraiment aux voitures qui sortaient de garantie, qu'il n'y avait pas vraiment d'indépendants qui se lançaient sur le sujet. Donc on a lancé le premier réseau de garage, d'abord à Nantes avec un gros atelier, avec un labo batterie forcément, puis c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, mais aussi tout le reste. Les batteries représentent qu'1 tiers de nos réparations. Et on a ouvert un petit atelier à Paris, en Ile-de-France. Et on commence à former d'autres garagistes au métier de ce que c'est. Après avoir vécu toutes les problématiques pour se lancer, on se dit qu'on a eu beaucoup de sollicitations là-dessus, donc on aide un peu d'autres garagistes à se lancer sur le sujet. Effectivement, ce sera justement le cœur du sujet, les évolutions, les besoins de formation. Avec vous, Guillaume Hébert, une petite présentation rapide de MOBA, qui était connu notamment sous le nom La Belle Batterie. Il y a une évolution il y a un petit peu plus d'1 an. Absolument, oui. Donc MOBA, anciennement La Belle Batterie. Donc avec MOBA, on est leader en Europe sur le sujet du diagnostic et du certificat batterie pour les voitures électriques d'occasion. Donc très rapidement, l'idée c'est de pouvoir rassurer des acheteurs de véhicules électriques de 2e main en les rassurant sur ce qui constitue donc l'organe principal du véhicule électrique, la batterie. Et donc on a une solution qui permet de diagnostiquer n'importe quelle batterie de n'importe quelle voiture électrique en moins de 2 minutes, sans formation, très rapidement et très simplement. Et donc c'est ça qu'on commercialise depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Et bien parfait, on va en parler également en détail avec vous. Et puis je termine ce premier tour avec vous, Sébastien Billard, donc au sein de DAF Conseil. Voilà, peut-être
un mot de présentation éventuellement pour ceux qui ne connaîtraient pas DAF Conseil et puis votre rôle de formateur? Alors, donc DAF Conseil, donc, qui veut dire Diagnostic Assistance Formation. Nous, on est spécialisé sur la formation et l'assistance technique auprès des garagistes multimarques. Voilà, donc nous aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une forte demande sur la partie véhicule électrique hybride. Donc on a monté plusieurs formations et puis on a tout ce qui est nécessaire aujourd'hui à la sécurité, donc tout ce qui va être habilitation électrique, travailleur tension, travail sous tension, voilà, toutes ces choses-là. Vous accompagnez évidemment ces évolutions. On va revenir sur un terme pour qu'on comprenne bien ce dont on parle, donc l'état de santé de la batterie, le state of health, le SOH. Donc quand on parle de SOH, allez, je commence avec vous Guillaume, de quoi on parle sur, voilà, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce diagnostic de la batterie? Alors, sans rentrer trop dans la technique, le state of health, c'est un petit peu, mais pas trop. C'est l'indicateur de dégradation de la batterie. En gros, c'est un indicateur en pourcentage. Quand la batterie sort d'usine, le state of health, le SOH, est à 100%. Ça veut dire que la capacité de la batterie est à son maximum. Et avec les années, la batterie va perdre naturellement sa capacité de stockage, ce qu'on appelle le vieillissement. Et donc on va perdre en moyenne entre 2 et 3% de SOH par an en fonction de l'utilisation. On y reviendra un peu après, mais ça c'est très important. Ouais. Et donc c'est ce SOH, ce state of health, qui est vraiment l'indicateur à maîtriser et à connaître quand on parle d'une voiture électrique. C'est ça, Alexis, ce que vous observez, c'est la porte d'entrée, c'est ça, ce premier diagnostic? C'est la porte d'entrée, c'est une condition nécessaire pour toute la partie légale avec le constructeur, puisque tous les constructeurs basent leur garantie sur ce chiffre. Il faut savoir qu'il n'y a pas de normes européennes pour le moment, donc il y a des limites. C'est un premier niveau extrêmement important pour arriver à comprendre où on en est, surtout quand on achète une voiture d'occasion. Et nous, on échange beaucoup avec des clients, mais il faut savoir qu'il y a certaines voitures où le SOH est quasiment pas calculable de première génération. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi des voitures qu'on a vues avec des SOH de 45%, qui sont censées être à la casse depuis des années et qui roulent bien. Et à l'inverse, des voitures avec des SOH de 95% et qui avaient perdu 30% d'autonomie en quelques semaines. Ouais. Donc le SOH est pour le moment une première base extrêmement importante, mais il faut qu'on creuse encore plus loin. D'où ce besoin de normes, notamment pour qu'il y ait une sorte de logique quand on arrive avec uniformisation, oui. Voilà, et que ce soit pas forcément une différence de génération de voitures, qu'il y ait une logique dans la prise en main. Parce que là, à ce stade, il y a vraiment des grosses différences. Il peut y avoir, c'est un peu comme si vous demandiez dans l'immobilier si c'était le propriétaire qui déterminait la classe énergétique. Ouais. Ça va être bizarre, ça va être compliqué pour. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de F et de G. Ouais. Voilà, il y aura très peu de F et de G, je pense. C'est ça, effectivement. Sébastien Vuillard, c'est aussi quelque chose que vous constatez, ce besoin d'avoir justement, quand on accompagne ces évolutions, des normes, des choses un petit peu qui permettent d'être assez cohérents, tout simplement. C'est un besoin réel aujourd'hui, ça c'est sûr, mais bon, après les normes, ça met toujours un certain temps à arriver, ouais. Donc on le voit, il y a beaucoup de choses qui changent par rapport à ce qui se faisait déjà il y a 10 ans et aujourd'hui, mais ça prend du temps, toujours du temps, mais il y a un besoin, oui ça c'est sûr, il y a un besoin d'harmoniser tout ça, ouais. Un mot peut-être aussi Guillaume Hébert sur cette future norme, à quoi elle pourrait ressembler? Est-ce que justement avec ce que vous faites avec MOBA et une présence en Europe, ça permet d'accompagner là aussi cette harmonisation? Oui, absolument. Alors, on n'y est pas encore. Hein. Le sujet de la norme européenne sur le calcul du state of health, c'est un gros sujet, très important, mais qui est encore assez lointain. Ouais. Ce qu'a dit Alexis est très juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une hétérogénéité assez forte, justement, des constructeurs dans la manière dont ils vont calculer le state of health. C'est un indicateur qui a énormément de limites. Maintenant, et Alexis l'a très bien dit aussi, c'est le premier niveau, c'est le premier sujet sur lequel il faut qu'on se mette un petit peu tous au diapason et qu'on comprenne un petit peu ce que ça veut dire et ce qu'il y a derrière. Il faut prendre un peu de recul sur cet indicateur-là, mais c'est vraiment la première chose à comprendre et à adopter sur le véhicule électrique. Ouais. Donc sans forcément régler le sujet ensemble ce matin, on peut se dire que l'idée c'est d'aller, Alexis Marcadet, vers une attestation de santé de la batterie, d'avoir quelque chose d'assez clair dès le départ? Dans certains cas de figure, le SOH ne suffit pas, il faut aller plus loin. Et donc, nous, on fait un test qui prend plusieurs jours. Hein. On envoie un outil à un client et il est capable, en roulant, en chargeant, il nous envoie de la donnée, juste en branchant sur son port OBD. Et ça nous permet de sortir vraiment des écarts en millivolts dans différents moments particuliers de la vie d'une batterie haute tension. Donc ouais. Là, c'est dans un cas de figure particulier où le client hésite vraiment à faire une intervention batterie,
ou hésite à potentiellement vendre une voiture, il a l'impression qu'il commence à avoir un défaut grave et il n'est pas certain que le SOH suffise à convaincre la personne derrière. Ouais. Ou un pro qui se dit je vais retrouver avec un vice de conformité dans l'année qui vient. Ouais. Guillaume Hébert. Oui, alors sur ce sujet de normalisation, il y a quand même un premier avancement assez important qui a eu lieu cette année, c'est qu'il y a eu le premier standard européen sur le diagnostic et la certification batterie. Ouais. C'est un standard industriel, c'est un standard marché, donc ce n'est pas un standard normatif pour l'instant. Mais pour la première fois, il y a ce qui s'appelle le CARA, qui est une association qui regroupe en fait les principaux acteurs du remarketing automobile, qui a établi un standard pour dire, selon nous, un diagnostic batterie, un certificat batterie, ça doit être fait de telle manière. Et donc c'est important quand même de dire qu'il y a une volonté à minima du marché et de l'industrie de créer cette forme de repère pour pouvoir avancer dans le bon sens. Effectivement, et justement pour avancer, pour évoluer, il y a ce besoin de formation. On peut en dire un mot avec vous, Sébastien Biard, sur justement, vous disiez, vous êtes forcément sollicité par des garagistes, des carrossiers également. Comment ça se passe là, très concrètement quand on accompagne cette évolution et ce passage vers l'électrique ? Alors justement, déjà, ça fait partie des premières questions, ça des personnes qui viennent en formation, c'est savoir, ils arrivent, oui, mais la batterie, voilà, c'est leur premier problème. Et puis ils ont leur retour client. Oui, mon client veut acheter une voiture, mais problème, la batterie, il veut savoir, il veut être sûr. Voilà, donc ils viennent déjà dans un premier temps à but informatif, et ils veulent de la connaissance, savoir comment ça marche réellement. Et puis après la formation, ils sont déjà un peu plus rassurés. Puis on parle de mes confrères qui sont Moba et Revolt. On en parle en formation. C'est un lien. Il y a tout est lié en fait. Ouais. Et derrière, on va avoir aussi ceux qui sont déjà intervenants, comme on en avait déjà parlé. Les carrossiers qui eux interviennent beaucoup déjà sur les véhicules électriques depuis déjà quelques années. Et puis on va voir les garagistes qui eux veulent collecter de l'information. Ils ont besoin de savoir. Donc la formation, nos formations sont basées sur l'ensemble de ce qu'on peut faire sur un véhicule électrique et des infos qu'on a besoin d'avoir et puis des partenaires avec qui on peut travailler éventuellement sur ça. Et donc se diversifier, anticiper les besoins, avoir le meilleur diagnostic possible, le travail sous tension, c'est ça qu'il faut forcément avoir dans ces bases maintenant ? Alors, il y a tous ces aspects de normes et compagnie qui font le lien là-dessus. Donc, nous, on a déjà une spécialité, c'est l'habilitation électrique. Et on a, il y a différents niveaux. Il faut avoir déjà des premiers pour pouvoir faire du travail sous tension derrière. Donc aujourd'hui, maintenant, on est un centre agréé sur l'habilitation travail sous tension, B2TL, ça va plus parler à certains. Donc nous, maintenant, on est agréé là-dessus. On propose ces formations chez nous. Donc c'est des petits comités, il faut avoir un agrément, il y a beaucoup d'audits avant de pouvoir faire ces choses-là. C'est des formations qui durent 3 jours et où dessus, on va apprendre les différents éléments qu'on retrouve à l'intérieur d'une batterie, comment je change une cellule, comment je démonte un barbus, un fusible, toutes ces connexions qu'on peut avoir à l'intérieur d'une batterie, comment ça marche. Et puis toutes ces formations derrière de connaissances, qu'est-ce qu'on retrouve sur un véhicule électrique ou hybride, de toute façon, c'est la partie moteur, la partie BMS, les chargeurs, toutes ces choses-là. Parce que pareil, il y a un manque d'informations pour les garagistes de savoir quel type de charge, quel mode de charge, combien mon chargeur peut encaisser, combien ma batterie peut encaisser. Tout ça, c'est des choses où on doit apporter des informations parce que ils se posent des questions, ils ont de la clientèle à leur porte qui veulent avoir de l'information et donc le lien est fait comme ça. Ouais, effectivement, c'est ce que vous constatez aussi au quotidien forcément, Alexis, ce que vous avez mis en place chez Revolt. Tout à fait. Je rajoute juste une chose, d'accord avec tout ce qu'il vient de dire, le fait que la batterie est un organe très particulier. Je ne pense pas que tous les garages vont s'intéresser aux batteries. Ça va être des gros investissements. C'est déjà des gros investissements. Ça va être de plus en plus. Ce n'est pas exactement le même métier. Donc moi, ma vision, c'est qu'il y aura une petite partie des garagistes qui le feront. Il y aura des points de relais. Et il y aura des experts. Et il y aura du niveau 1, du niveau 2. Je ne pense pas que tout le monde va se mettre à la batterie. Pour plein de raisons. Ouais. Nous, oui, on constate ça. On a la même demande. On a beaucoup de garagistes qui nous contactent pour dire comment vous vous y êtes pris, à quoi ça ressemble. L'habilitation, c'est une étape. Je compare ça souvent à la cuisine. Si je vous donne les clés pour aller dans le restaurant d'un grand chef étoilé, sans vous brûler et sans vous trancher une main avec ces outils,
C'est pas pour autant que la bouffe sera bonne. Donc l'habilitation, c'est juste le fait de ne pas se brûler. On voit bien l'idée. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Nous, on a les garagistes qui nous disent on veut faire la B2TL avec vous, puisqu'on commence à la faire. Et à la fin, je veux ouvrir des BMS et réparer des batteries. On dit attendez, vous serez en capacité de bosser en sécurité. Mais après, on va pas vous donner en 3 jours la capacité, toutes les compétences pour ouvrir une batterie. Ça prendra des générations, je pense. En fait. Donc on peut aller doucement. Oui, ce sera un peu du work in progress forcément. Et puis chaque batterie est différente. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a des standards un peu de cellules, mais ça bouge très rapidement. Les constructeurs ont tendance à faire des alliances qui rompent. Ils décident d'ouvrir des choses, ils décident de les refermer, ils donnent accès à des pièces, ils les referment derrière. Donc c'est des sujets très sympathiques, extrêmement simples. Oui, c'est ça. Avant de redonner la parole à Guillaume Hébert, un mot de ce que vous avez mis en place avec le Lab Watt chez Revolt. C'est là justement que tout se passe. Vous pouvez nous décrire un petit peu ? Oui, donc c'est un endroit qui est clos, qui est avec des portes qu'on peut carrément fermer en intervention. Donc nous, on compare ça souvent à une salle d'opération chirurgicale. La descente de l'organe, c'est l'endormissement du patient. Et ensuite, la salle d'opération, c'est le labo batterie. Ouais. Le personnel qui est dedans doit être habilité. On passe du restaurant à l'hôpital. Ouais, on est pour les images. Dans les deux cas, il faut que ça soit bien propre. Donc ça va. Ouais, les images tiennent normalement. Et ensuite, on est pendant l'intervention. Du coup, c'est du personnel habilité uniquement avec des équipements de protection particuliers. Ça peut aller de la chaussure jusqu'à la visière. Des interventions qui peuvent durer. C'est pour ça que j'aime bien la chirurgie. J'ai parfois mon associé batterie qui me dit tu me parles plus pendant les 5 prochaines heures. Ouais, c'est ça. Parce qu'on entend rarement. Enfin, il y a des grosses interventions, des postes de moteurs thermiques, mais c'est assez rare ce niveau de concentration. Et c'est très précis. Il y a vraiment un côté chirurgie. Et ce type de lieu, on peut l'imaginer justement adapté dans des ateliers actuels, ou est-ce que ce sera forcément compliqué de reproduire, vous le disiez, pas forcément partout? Aujourd'hui, en dehors de Revolt, on a souvent sur un réseau de concessions qui a X concessions, il y en a une sur 4, 5, 10, 20 qui va avoir ce labo. Et les batteries sont déplacées. Ce qui soulève des gros problématiques parce que le transport de batteries, de lithium, c'est très très compliqué aujourd'hui. Donc il va y avoir aussi besoin de s'améliorer là-dessus. Mais techniquement, c'est pas très compliqué. C'est un espace clôturé avec des personnes habilitées. Et nous, on a même mis une vitre pour que les clients voient ce qui se passe en totale transparence. On ne cache pas. Donc, mais c'est juste que je pense que le niveau d'investissement et le nombre de batteries à réparer dans un premier temps fera que ça restera sur un certain type de professionnel. Ouais, effectivement. Et pour rentrer dans le détail de ce que vous faites, MOBA, Guillaume Hébert, il y a notamment l'aspect pour les pros, parce qu'il y a un aspect évidemment particulier, vous pouvez le détailler, mais pour les pros, c'est ça aussi, c'est d'avoir cette première porte d'entrée, ce diagnostic le plus simplement possible. Oui, c'est ça. Donc nous, on est une société logicielle. Donc on ne va pas être sur ce que fait Alexis en rentrant dans le hardware. Nous, on a développé un outil qui s'appelle MOBA Certify Pro et qui est adapté aux contraintes professionnelles et industrielles, qui permet de faire la première étape, c'est-à-dire le diagnostic de la batterie, de la manière la plus rapide et industrielle possible. Donc concrètement, on a un outil qui est une application mobile et un boîtier de diagnostic OBD qui permet, avec le même parcours utilisateur pour tous les véhicules du marché, d'aller très rapidement récupérer toutes les données issues du Battery Management System qui sont utiles pour comprendre et interpréter l'état de la batterie. Donc le premier niveau, c'est d'être capable de restituer le SOH, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment la première étape. Donc nous, le choix qu'on a fait par rapport à ça, c'est de s'aligner sur l'état de santé constructeur pour des questions de garantie qui ont été abordées juste avant. Mais derrière, l'idée, c'est en effet de pouvoir aller plus loin dans le diagnostic, d'être en mesure de voir ce qui est réparable, remplaçable, reprogrammable, pour permettre à des acteurs comme Revolt, mais aussi à d'autres acteurs de la filière qui vont devoir adapter leur métier, et bien les aider à diagnostiquer, à comprendre ce qui est possible de faire pour revaloriser ou reconditionner une batterie. Et justement, pour reconditionner, on a commencé un petit peu à l'évoquer, chaque batterie est différente. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête justement quand on a la batterie d'une Tesla qui a 18 mois et celle d'une Nissan Leaf qui a les 12-13 ans. Comment est-ce que l'apport d'entrée est la même et à quel moment on se différencie et on arrive à bien répondre et à bien diagnostiquer? Alors, c'est évidemment une question assez complexe. En fonction du véhicule électrique, en fonction de la technologie de la batterie, en fonction de l'architecture du pack, en fonction du logiciel de management de la batterie, en fonction de l'usage, de l'historique d'usage. En fait, on a une sorte de sac de nœuds comme ça dans une batterie. Et le but du diagnostic, c'est d'être capable de faire le lien, de comprendre ce qui s'est passé et de trouver des solutions.
idéalement dans une logique de réparation ou de remplacement. Mais avant ça, l'idée, et on en est surtout là aujourd'hui en termes de maturité sur le marché, c'est avant l'achat d'un véhicule électrique d'occasion, c'est important simplement de contrôler l'état de la batterie. Ouais. Voilà, ça c'est vraiment la première étape. Ça va éviter énormément de déconvenues pour des personnes qui veulent passer à l'électrique, qui passent par l'occasion parce que c'est moins cher et qui finalement pensaient avoir 400 km d'autonomie se retrouvent avec 250, voire moins s'ils font beaucoup d'autoroutes. Ouais. Voilà, c'est vraiment l'idée de ce diagnostic batterie au bon moment, et le meilleur moment pour l'instant, c'est vraiment avant l'achat. Oui, effectivement. Et chez DAF Conseil, Sébastien Billard, là aussi, vous êtes sur cet aspect de formation. Il faut être le plus complet possible. C'est aussi un peu du work in progress, parce que ce qu'on vient d'expliquer, il n'y a pas forcément deux batteries qui se ressemblent. Alors ça, et puis faut aussi s'adapter aux outils multimarques qu'utilisent les garages. Donc aujourd'hui, ça se démocratise, on peut avoir beaucoup plus accès à l'information via certains outils de diag. Mais l'idée de la formation, c'est de comprendre déjà le cheminement de tout ça, avec qui on communique, comment on communique, tous ces protocoles qui sont en place, tous ces... parce qu'il faut le voir vraiment en formation, hein, c'est tous ces éléments qui sont mis bout à bout, et voilà, comment on fait, comment on communique, comment on diagnostique. Est-ce que tu peux, avec ton outil de diag sur cette batterie, aller voir un module, aller voir une cellule, avoir des valeurs de tension, des choses comme ça, et puis surtout les interpréter, parce que c'est pas le tout de les voir, mais il faut aussi savoir à quoi ça correspond. Donc nous, ça fait partie de nos modules de formation maintenance véhicule électrique. C'est une formation assez intense sur 2 jours, où voilà, on va voir tous ces éléments-là, on va se servir, même leur demander à nos stagiaires, voilà, venez avec vos outils diag, comme ça on va voir ce que vous pouvez faire avec vos outils diag. Voilà. Donc comme ça, on leur apporte des informations. Alors bien sûr, tout ça, il faut après le mettre à plat et puis pratiquer un petit peu. Mais on finit pas, sorti de maintenance VE, à déposer des batteries pour changer des éléments. Ça, c'est une certitude. Ouais. Par contre, on comprend le fonctionnement. Et on comprend le fonctionnement, et on sait où on va. Et je rebondis un peu tout à l'heure. Nous, on a de plus en plus de demandes sur des grosses carrosseries qui veulent justement intervenir sur de la batterie, qui comprennent qu'il y a un virage à prendre, qui comprennent qu'il y a un investissement, mais l'investissement déjà du matériel de carrosserie, c'est déjà quelque chose. Donc en fait, au final, ça leur fait pas spécialement peur, cet investissement-là. Et on a beaucoup de demandes vraiment sur le réseau carrossier pour voilà, toutes ces suites de formation. Parce qu'on a vraiment un planning de formation de logique, où on démarre par l'hybride, on va à l'électrique, on fait les habilitations de BCL, B2EVL, etc. pour la consignation et intervenir sur le véhicule. Et puis après, cette habilitation, donc forcément travail sous tension pour aller voir la batterie. Et tout ça, ça fait un package où les garages se sentent plus rassurés, suivis, accompagnés pour pouvoir intervenir. Et puis il faut développer, de toute façon il n'y a pas le choix, il faut développer, et ils l'ont bien compris. Et nous, c'est aussi de leur apporter, pensez pas qu'il n'y a qu'un manque à gagner avec le véhicule électrique, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a des choses, il y a de l'entretien, même si on peut entendre tout et son contraire là-dessus, mais il y a un réel entretien sur les véhicules électriques aujourd'hui. Oui, donc sur cet aspect-là, Alexis Marcadet, il y a aussi la Révolte Academy, c'est ça que vous avez commencé à mettre en place? C'est ça. Nous, une des choses qu'on leur dit souvent quand ils nous rejoignent, les garagistes, là, on a fini une promotion là hier, une dizaine de personnes du 4 coins de la France qui veulent se lancer dans l'électrique. Et on leur dit qu'il faut aussi savoir quand ouvrir. Toujours le chirurgien, pas remplacer, potentiellement les antibiotiques peuvent suffire. Une batterie de Tesla Model S, c'est à peu près une dizaine d'heures pour l'ouvrir. Okay. Donc une vingtaine d'heures ouverture-fermeture. Tesla ne propose pas d'outils pour l'ouvrir, c'est une boîte de conserve gluée qui fait 500 kg. Donc allez-y, avec des cure-dents littéralement presque. Donc si on l'ouvre et qu'on se rend compte qu'en fait il n'y avait rien à faire, ça fait cher. C'est ça. À une centaine d'euros de l'heure hors taxe pour du travail sous tension. Donc ça, on arrive de plus en plus à... Alors, mais je vais dans le sens de tout ce qui vient d'être dit, c'est le maximum on aura de data, d'expertise, de catalogue, de niveau 2 qui sont capables de dire là, ne faites rien, ou repartez, le mieux on se portera, et plus ça sera facile de se lancer. Et par exemple, des batteries hybrides de quelques kilowattheures, le risque est quand même bien moindre. Les racheter en reconditionné, certains constructeurs les proposent. Donc là, on peut se dire que c'est plus facile de se lancer, même en termes de risque. Et puis même en termes de logistique, c'est une petite batterie, ça prend la place d'une grosse 12 volts dans certains cas, donc ça va. Et nous, oui, non, l'académie, je reviens sur ce qui vient d'être dit par mon collègue par Frédéric, Sébastien. On ne peut pas leur dire à la fin qu'ils vont ouvrir, on
peut leur dire, vous saurez très bien parler avec des experts. Ouais. On se considère comme des experts, on est un peu pionniers du secteur et je pense qu'il faudra qu'ils soient capables déjà d'arriver bien à parler le même langage et le langage des experts et le langage de la batterie pour choisir quand ils y vont et sur quelle panne qu'ils commenceront à maîtriser, ils vont se lancer pour commencer à faire un flux de chiffre d'affaires et en ciblant comme ça, on avance progressivement, en montant en compétences un peu tous ensemble. Ouais, effectivement. Guillaume Hébert, vous vouliez compléter Oui, non, juste, c'est vrai que la comparaison avec le monde médical est quand même très très juste au niveau de la batterie de la voiture électrique. D'ailleurs, on parle même de greffe de cellules et parfois on se demande si la greffe va prendre ou pas. C'est ça. Et voilà, donc comme disait Alexis, avant d'opérer, on va faire un maximum de radio, de scanner, bref, un diagnostic. Rien que le terme diagnostic est issu du monde médical. Ouais. Donc voilà, la comparaison est assez pertinente. Et on est sur de l'info. Il y a à la fois le fait que ça prend du temps, mais on arrive à avoir de l'info en temps réel, d'avoir ce premier diagnostic assez rapidement. Là aussi, peu importe le type de batterie, cette première étape-là, elle est assez rapide. Je reviens sur. En fait, on a des outils multimarques. Donc, à chaque fois avoir le. Ouais, donc non, c'est pas simple. Et nous, ça fait aussi partie de notre métier de trouver des outils software qui nous permettent de lire bien les bonnes informations. Ouais. Que quand une Peugeot Ion, une Nissan Leaf, une Tesla Model S ont été créées il y a une dizaine d'années, on n'était pas du tout au même niveau d'outils, pas du tout au même niveau de compétences, de lecture de diag. Donc en fait, il faut aussi être capable de bosser avec ces outils de l'époque pour les faire arriver à un condensé pour une prise de décision. Ouais. C'est impossible de s'attaquer que à l'hardware sans toucher au software. Les deux sujets sont intimement liés. Ça va avec. Sébastien Billard, vous aviez dit un petit mot de l'hybride. Est-ce que c'est une porte d'entrée pour certains, une première approche de la batterie électrique, ou est-ce que c'est pour répondre aux besoins? Il y a beaucoup d'hybrides sur le marché, donc forcément, il faut savoir les gérer. Alors, il faut savoir les gérer, puis il faut savoir aussi, surtout, c'est intervenir sur un véhicule ou un démo. Enfin, il faut se mettre aussi à la place d'un garagiste qui a fait que de la mécanique pure. Et voilà. Quand il ouvre un capot et qu'il voit des gros câbles orange, voilà, faut l'accompagner. Il dit oula, moi je touche pas à ça, allez voir ailleurs. Voilà, l'idée c'est de les rassurer, de leur dire c'est pas si grave ce qu'il y a. Voilà, les moteurs électriques, on sait en faire depuis toujours. Voilà, juste on va voir ensemble comment ça marche. Mais voilà, aujourd'hui on va avoir tout ce qui par exemple est alterno-démarreur sur les véhicules hybrides. Ouais. On a beaucoup de cas de figure où il faut déposer les alternos pour faire des distributs, des choses comme ça. Mais eux, ils ont besoin de savoir comment je fais. Voilà. Après, l'utilité de l'hybride versus l'électrique versus l'hydrogène, c'est pour moi pas un sujet où je rentrerai dedans. Voilà. Chacun a besoin de voir son intérêt. En tout cas, dans les garages, eux, ils sont obligés de s'adapter. Il y a des gens qui seront en hybride, il y a des gens qui seront en thermique, et il y a des gens qui seront en full électrique ou voire plus tard en hydrogène. Il faut leur apporter des solutions, il faut les aider, il faut les accompagner. Voilà. Ouais. Alexis ? Un des intérêts de l'hybride, c'est qu'il y a quand même pas mal de pannes. C'est bien pour des réparateurs. C'est ça. Faut lui reconnaître les intérêts là où ils sont. Mais c'est un peu le but du jeu aussi, de savoir. J'ai schématisé la dernière fois, mais personne dans la salle, il y a plein d'experts m'a dit que j'avais dit une connerie, donc je pense que c'est vraiment ça. Une voiture essence thermique, c'est 1000 pièces. Une voiture électrique, c'est 400 pièces. Une voiture hybride, c'est 1400. Oui, c'est ça. On retire 0 pièce, on rajoute juste de la complexité. Donc forcément, il y a des choses à faire. Et là aussi, ce sera un vrai besoin. Alors voilà, on s'est dit qu'on n'allait pas régler entre nous ici à Equipoto la norme européenne, mais si on se projette un petit peu, ce vers quoi il faudrait aller en termes de durabilité, notamment, Alexis, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, se dire que ce serait quand même bien, encore une fois, sans avoir une norme là maintenant tout de suite, mais se dire que la batterie, elle pourra être recyclée, réutilisée et réadaptée dans différents types de véhicules. C'est ça l'idée à terme. Alors, déjà, l'enjeu en tout cas. C'est tout à fait l'enjeu. Nous, on veut que les voitures électriques durent 100 ans. Et quand on dit ce mot, ça paraît une utopie, mais on a fait un événement il y a quelques semaines où on avait une Citroën Rosalie de 82 ans et une Coccinelle de 50 ans. Et ça choquait personne dans la salle quand j'ai pris la parole pour dire il y a des voitures qui ont 80 ans, on a des pièces détachées, on sait les réparer. Ouais. Si on a su faire ça il y a 80 ans, pendant 80 ans, on peut le faire sur des voitures électriques simples avec 400 pièces, 3 gros blocs, chargeur, moteur, batterie. Et en plus, des batteries qui sont quasiment toutes faites sur une partie des personnes qui sont présentes ici en Asie et qui font les mêmes éléments. Donc on a tout en place pour faire une voiture qui dure plus longtemps. Maintenant, ce qui va devoir être traité, c'est le sujet de la standardisation et d'arriver à faire sauter des barrières qui sont des barrières légales et des barrières d'homologation.
On a de plus en plus de personnes qui nous appellent parce qu'ils hésitent à aller se faire opérer à l'étranger, c'est-à-dire d'aller faire une upgrade de leur batterie. Ils ont une voiture de 2010, ils veulent la garder, tout va bien dans la voiture sauf la batterie. Oui. Le constructeur propose une batterie neuve à une dizaine de milliers d'euros. Pour récupérer une autonomie de 2013, personne ne va le faire, c'est ridicule, on va acheter. Et donc c'est des choses qui ont commencé à être faites au stade de prototype, par Renault, par Tesla aux États-Unis sur différents modèles de leur batterie. Et pour nous, c'est vraiment une des clés de durabilité automobile dans l'électrique, c'est d'être capable de devenir, que tous les constructeurs deviennent un peu des leasers, des fournisseurs de services, et qu'ils arrivent à proposer des batteries, proposer des standardisations dans la manière de fonctionner, bien entendu dans les data, dans le SOH, mais aussi dans le hardware, et ça va un peu dans la logique de l'Alliance. Mais aujourd'hui, on est quand même un petit peu loin. Et après, on travaille beaucoup avec Mobiliance, qui est ici présent, sur le sujet jusqu'à quel niveau on a le droit de descendre et d'opérer. Si le constructeur ne fournit pas les pièces détachées et qu'on n'a pas le droit de les faire nous-mêmes, en fait, on a beau pouvoir ouvrir la batterie, c'est très compliqué. C'est que du reconditionné ou de l'occasion. Oui. Ça, c'est un autre sujet très, très important pour arriver à faire durer les batteries. Évidemment, d'avoir les bonnes données. Guillaume Hébert, vous vouliez compléter aussi sur cet aspect de durabilité. Là-dessus, il y a quand même une première étape qui a été franchie avec le rétrofit, et la législation qui a évolué sur le rétrofit. Alors, petite mention aussi pour nos amis de chez Mobiliance, mais qui aide justement à faire bouger les choses là-dessus. Le rétrofit permet aujourd'hui de changer en gros les caractéristiques techniques d'un véhicule pendant sa vie. Et sur la voiture électrique, on va avoir le même sujet. Alexis a mentionné l'upgrade de batterie. C'est un des enjeux typiquement qui va être super important à adresser, le fait de pouvoir dire j'ai une Renault Zoé. Alors, Renault Zoé, elle existe en 3 catégories de batteries, 22, 41 et 50 kWh. Et c'est aujourd'hui techniquement possible de mettre une batterie de 50 kWh dans une Renault Zoé de 22. Alors c'est pas facile, c'est peut-être un peu cher, mais c'est techniquement faisable. Ouais. Et ça a un intérêt sur la durabilité du véhicule parce qu'en fait finalement on optimise complètement les performances du véhicule électrique parce qu'encore une fois la batterie sur une voiture électrique c'est ce qui va dimensionner les performances en termes d'autonomie, de puissance, de temps de recharge, donc le plus important. Et donc autoriser la possibilité de peut-être d'alourdir un petit peu le véhicule pour mettre une batterie plus performante permettra d'éviter de commercialiser des nouveaux véhicules à chaque fois pour améliorer un tout petit peu l'autonomie de la voiture. Donc pour la durabilité, il faut faire évoluer encore un petit peu le cadre légal. Le rétrofit a permis de faire une première étape dans ce sens-là. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Et juste 2 chiffres pour faire prendre conscience de l'intérêt. Une voiture électrique, au bout de 50 000 km, elle est 27% plus vertueuse qu'une thermique en France. Ouais. Au bout de 200 000 km, elle est 70% plus vertueuse avec notre électricité décarbonée. Donc si on arrive à les faire toutes durer 400 000, la voiture électrique va vraiment devenir une machine à décarboner l'automobile. Si à l'inverse, on ne sait pas réparer les batteries et qu'au bout d'une dizaine d'années, elles se retrouvent trop tôt à la casse par rapport aux thermiques, on est passé à côté de l'intérêt. C'est très dommage. C'est une question qui revient souvent d'ailleurs. Là, pour une voiture électrique, 200 000 km, c'est totalement envisageable dès maintenant. Et l'objectif on a vu passer des Model S à 400, 500 000 km à l'atelier. Il y a des gens aux États-Unis qui montent des Model S avec 1 million, 1 400 000. J'avais même vu 1,6 million avec 5 moteurs changés, 6 batteries changées. C'est un chauffeur privé, il a fait son calcul, il est archi rentable. Et les premières Model S ne payent pas l'énergie, pour rappel, en superchargeur. Mais même sans ça, il serait rentable. Mais là, ça tombe bien parce que Tesla a décidé de garder des pièces. Donc c'est un très bon exemple. Il a pu remplacer 5 fois son moteur et 6 fois son chargeur. 6 fois sa batterie. En France, aujourd'hui, on ne peut pas sur la première génération de voitures électriques. Ouais. Un petit mot avec vous également, Sébastien, sur cet aspect de pédagogie, de comment on gère la batterie. Forcément, les garagistes aussi ont besoin d'avoir un peu les clés pour comment je gère la charge, tout simplement pour garder la batterie en bonne santé un maximum de temps. Là aussi, ça fait partie des aspects de formation ou ça aussi, c'est aussi en cours de règlement? Ça fait complètement partie de la formation. Aujourd'hui, on est dans une ère où l'information, bonne ou mauvaise, circule à une vitesse grand V. Donc forcément, j'ai lu sur Facebook que la batterie, machin, voilà. Donc il faut casser un peu ces idées reçues et leur apporter les solutions réelles, factuelles, tout ce qui se fait réellement sur le véhicule. Forcément, c'est une découverte à 100%, le 3/4 du temps. Donc voilà, notre job à nous, c'est justement de les accompagner pour qu'eux en puissent accompagner leurs clients. Leur dire, attention, on fait gaffe sur cette voiture-là, le chargeur embarqué, il n'est pas terrible, tu verras, il y a eu une évolution derrière. Enfin, voilà. L'idée, c'est de comprendre comment ça marche. Mais on ne va pas s'attaquer non plus que aux garagistes. On a
une gamme de formations qui devrait être développée pour la partie commerciale en fait, où on faut accompagner le client qui veut acheter un véhicule et comprendre ce que c'est qu'une capacité de batterie, comment elle se recharge, quelle puissance elle accepte, etc. Toutes ces choses-là, ça va faire partie de formations qui sont évidemment nécessaires aujourd'hui. Vous avez fait la transition parfaite tous les trois en parlant de mobiliance et en parlant de recharge. Je vous propose d'accueillir Frédéric Genet pour terminer cette conférence. C'était important. Voilà, prenez un micro, c'est parfait. Bonjour Frédéric, merci à vous d'être là. L'idée c'était de clore cette conférence avec l'aspect recharge, notamment pour les pros. Il y a le programme Advenir qui existe déjà depuis un petit moment, mais donc il y a effectivement ce besoin pour les pros. Vous pouvez nous dire un mot, un peu poser les enjeux sur les moments, les besoins de charge? Ouais, le programme Advenir, qui est en partenariat du coup avec l'État, en fait, c'est une enveloppe de 30 millions d'euros qui est à destination des professionnels de l'automobile et des services surtout de l'automobile pour tout simplement, mais on en parlait aussi par rapport à la maintenance des véhicules, mettre des bornes. Alors, dit comme ça, peut servir. Ça semble évident. Je regardais quand même les chiffres. L'an dernier, fin septembre, nous étions à un peu moins de 70 000 bornes ouvertes au public en France. Oui. Là, on a passé au début de l'été les 100 000. Aujourd'hui, on est autour des 115 000 bornes ouvertes au public. Alors, c'est pas mal, mais objectivement, on s'est dit que les professionnels de l'automobile étaient plutôt les mieux placés pour être équipés de bornes de recharge. Alors, deux possibilités avec le programme Advenir, soit de la borne qui est à destination des clients et des salariés. Dans ce cas-là, on est sur une prise en charge à hauteur de 25% dans un maximum de 750 € dans un maximum de 25%, donc ça fait du 3 000 € sur l'opération. D'accord. Et sinon, sur la borne là, ouverte au public, hors client, enfin clients salariés aussi potentiellement, mais au-delà, où ça va jusqu'à 15 000 €, il y a un barème en fonction de la puissance de la borne. Et alors, quand on parle jusqu'à 50%, mais quand on parle de ces 750 € ou de ces 15 000 €, c'est la borne et son raccordement. Souvent, je ne vais pas dire que la borne est accessible, parce que des bornes de 140 kW, c'est déjà un petit coup, mais le raccordement est un coût pas caché, mais en tout cas qui peut vite être piégeux selon là où passe la ligne haute tension, etc. Je vois Alexis hocher de la tête. Il y a un petit délai également, mais bon, sur ça, on a un peu moins la main. Mais voilà. Et en termes de vitesse de charge, qu'est-ce qu'on constate là pour l'instant, les besoins des pros? On va pas être sur de l'ultra rapide comme sur autoroute, mais malgré tout, il faut répondre à différents types de besoins. Ouais, alors vraiment, il y a, par rapport en fait aux deux enveloppes, on va dire dont je parlais. Sur de la recharge client, de la recharge salarié, l'idée, pour les clients, c'est surtout de rendre le véhicule en gros chargé. Donc vous allez faire votre contrôle technique, vous laissez la voiture, elle vous a rendu avec le plein d'énergie, c'est plutôt pas mal. Donc là, vous avez des recharges autour des 50 kW. Sur des bornes ouvertes au public, l'idée est quand même de monter, en tout cas quand on voit ce sur quoi vont les professionnels, c'est plutôt d'aller chercher du 100 kW, pas forcément du 140, mais autour du 100 kW, parce qu'il y a aussi un confort d'usage pour le tout venant qui est quand même présent autour des 100 kW. Et avec Advenir, il y a un objectif de couverture, le maximum de lieux possible. Il n'y a pas forcément d'objectif chiffré, mais c'est en train de se développer assez vite, où il y a besoin de faire savoir que voilà, ça existe et ça peut permettre de diversifier les offres et d'accompagner tout ce qu'on a évoqué, le diagnostic et aussi la charge ensuite. Ouais, l'objectif est à 8000 bornes chez les professionnels de l'automobile. Ouais. Après, en termes de géographie, le plus diverse possible, évidemment. Mais de fait, c'est ouvert à tout le monde. J'en profite, c'est l'instant réclame. On a un stand, alors Mobiliance, mais avec un corner Advenir sur la partie salon de l'auto. Et puis sinon, sur les différents stands et également sur Equipoto, on est présent aujourd'hui, et puis jusqu'à lundi, évidemment. Pour en parler un peu plus de façon détaillée et avancée. Ouais. Mais honnêtement, ce plan est pour le moment plutôt bien accueilli par les professionnels de l'automobile.
pour ceux qui le connaissent. L'enjeu, c'est de le faire connaître. C'est accessoirement pour ça qu'on est là. Évidemment. Mais voilà. Bon, bah, parfait, bah, merci pour ces précisions. Peut-être un mot avec vous aussi, Alexis, sur ce besoin. Ça fait partie des... on a parlé de formation, de diagnostic, de durabilité, mais de manière très basique, bah, il faut aussi pouvoir avoir un point de charge ou plusieurs points de charge. Quand on est un professionnel de l'automobile, ça fait partie de l'évolution aussi logique. Oui, on est beaucoup sollicité sur ces sujets-là, donc on est en train de créer la boîte à outils de ce dont ils ont besoin. Ouais. Par exemple, ça paraît tout bête, mais le labo batterie, si je le mets où ? Il y a des normes de sécurité, il ne faut pas le mettre n'importe où, il faut que les batteries puissent sortir. La charge, je la mets où ? Je l'ouvre au public, à quelle heure ? Le type de charge, 50, c'est énorme. Hein. Nous, les voitures d'occasion qu'on a, les voitures qui ont plus de 6 ans, on les charge en charge rapide, on peut flinguer la batterie en quelques charges. Ouais, donc nous, on charge en grande majorité à 7 ou à 22, c'est le premier niveau, voire à 3. Hein. Donc là, c'est carrément du 220 volts. Et il faut se rappeler que plus de 90% de la charge, c'est une charge lente à la maison pendant la nuit. Donc les bornes rapides sont nécessaires, mais elles représentent une infime partie de toutes les voitures qui sont chargées en France à chaque moment. Donc, et puis l'impact sur la batterie, évidemment, n'est pas le même. Alors aujourd'hui, ça peut paraître évident, mais bon, c'est quand même... C'est sûr, les batteries 2023 ne sont pas les mêmes que celles de 2013, 14, 15, 16, 17. La voiture moyenne qu'on a entre les mains, c'est 2017, nous. Ouais. Mais ouais, donc ça fait partie des sujets sur lesquels on veut avancer, mais il faut avoir en tête que la charge ultra rapide est nécessaire pour certains cas d'usage. Besoin plus ponctuel, effectivement. Mais voilà, mais ponctuellement. Ouais. Eh bien, merci à tous les quatre. Des enjeux passionnants, forcément. C'est des sujets qu'on continuera à suivre de très près. Merci à tous les quatre. Et puis, bonne continuation sur le salon Équipe Auto aujourd'hui. Merci à tous. Et j'en profite pour vous dire que dans 15 minutes sur ce plateau, nous allons justement poursuivre le sujet en parlant formation liée à l'électrification, donc des professionnels en poste dans les ateliers et des futurs pros. Donc restez avec nous si vous êtes intéressés par ce sujet de l'électrification et de l'avenir de vos ateliers. A tout de suite.